Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Cyber, une série de podcasts où la leadership team Capgemini s'entretient avec des acteurs clés du marché, public ou privé, pour apporter un éclairage sur différents aspects de la cybersécurité. Je suis Jeanne Euré, directrice cybersécurité France, et je reçois aujourd'hui Laurent Tréluyer, directeur des systèmes d'information de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pour évoquer évidemment les enjeux de la cyber dans le monde de la santé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, Monsieur Tréluyer, DSI de la PHP. Vous avez été auditeur en cybersécurité et souveraineté numérique à l'Institut des hautes études et de défense nationale, l'IHEDN, et vous êtes également membre du CIGREF. Vous êtes à la tête d'une activité clé pour les hôpitaux de Paris, en tout cas qu'il devient de plus en plus avec la numérisation à la fois des parcours et dossiers patients, à la fois des métiers de la santé, et vous avez dans votre périmètre la cybersécurité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le rôle de la PHP en matière de cybersécurité, justement, et notamment comprendre un peu quel est votre périmètre d'action par rapport aux équipes informatiques des hôpitaux ou aux responsables nationaux, comme on peut trouver dans le ministère? Je suis DSI de la PHP, donc j'ai la maîtrise et la direction de l'ensemble des systèmes d'information de la PHP, que ce soit la partie administrative, donc gestion RH, gestion administrative, gestion, etc. Et puis j'ai aussi toute la partie patient, métier. Donc on implante un dossier patient informatisé, on travaille sur la biologie, sur la radiologie, donc un environnement assez vaste. On a à peu près un petit millier d'applications à la PHP. La PHP, c'est aussi 100 000 personnes, 100 000 collaborateurs. Voilà, donc on a des métriques importantes. On est le plus important CHU en Europe, centre hospitalier universitaire, qui on fait aussi bien du soin que de la recherche. Donc dans ce cadre-là, sécurité, il y a plusieurs aspects, mais c'est d'abord c'est la confiance qu'ont nos patients envers notre système et notre prise en charge qui est importante. Les personnes nous confient leur santé, nous confient leurs données de patients, et donc il est important pour nous qu'on assure cette sécurité. Le fonctionnement de l'hôpital dépend de plus en plus du système d'information. Un système d'information qui s'arrête, c'est des patients qui ne sont plus pris en charge, qui peuvent être envoyés chez eux parce que le médecin ne peut pas assurer la consultation, parce qu'il n'a pas les images, parce qu'il n'a pas la biologie, il n'a pas les comptes rendus en amont. Alors même s'il ne faut pas exagérer, un chirurgien va toujours opérer un malade qui est sur la table de bloc. Son système d'information, il n'a pas forcément besoin du système, mais ça pose une vraie difficulté, en tout cas, son système d'information. Donc on a besoin du système d'information et d'avoir un système résilient, sûr, sécure, et sur lequel les patients et les médecins, les professionnels de santé puissent compter. Merci beaucoup pour cette précision-là. On voit que c'est un écosystème riche, et pourtant qui reste en pénurie de moyens comparativement aux enjeux auxquels il fait face. On sait publiquement qu'il y a plusieurs attaques, qu'il y en a eu plusieurs ces dernières années. On a d'ailleurs appris il y a quelques jours que les hôpitaux de Paris avaient été victimes d'un vol de données de plus d'1,4 million de personnes. On constate que le nombre d'attaques augmente. Et parce que les cybercriminels sont organisés, démultipliés, parce qu'il y a une vraie volonté désormais de démontrer une capacité à déstabiliser les services publics, face à ça, on comprend qu'on veut maîtriser un risque cyber à l'échelle nationale. On pense notamment aux annonces du président de la République là, début 2021 et au plan de relance qui vise grandement le secteur de la santé. Mais dans les faits, est-ce qu'on n'en est pas un peu aux prémices de la cyber et est-ce qu'on sent qu'on a les moyens d'avancer? Sur la partie nombre d'attaques, le nombre d'attaques a augmenté en général. On n'a pas, quand je discute avec mes autres collègues DSI des grandes entreprises, j'ai pas l'impression qu'on a plus d'attaques dans le milieu de la santé que dans d'autres milieux. Alors, c'est beaucoup plus visible parce qu'un hôpital qui est attaqué, c'est tout de suite public. Une entreprise privée attaquée, c'est pas forcément public, et l'information n'est pas rendue publique, en tout cas pas tout de suite. Donc il faut relativiser un peu cette mise en avant. Mais par contre, elles sont beaucoup plus sensibles, parce que ce type d'attaque, elles touchent effectivement les données de santé, qui sont des données dites sensibles. Donc il y a une sensibilité des personnes par rapport à ce type d'attaque.
Alors, les dernières attaques qu'on a eues dans les différents hôpitaux, c'est des attaques tout à fait banales avec, on attaque rarement le dossier patient, c'est nos systèmes intermédiaires. Je ne vais pas citer de marque, mais on a un certain nombre de systèmes, que tout le monde a d'ailleurs, qui ont des vulnérabilités. Et un de nos problèmes en tant que DSI, c'est de pouvoir patcher ces vulnérabilités. Moi, encore cet été, on a eu tous les DSI qui ont une société qui n'est pas très loin d'ici, ont eu à patcher en urgence parce qu'il y avait une vulnérabilité critique sur un système. Vous avez parlé de l'attaque qu'on a eue récemment, c'est une faille de l'éditeur. Il y a une vraie faille de vulnérabilité. Alors, dans un scénario complexe, etc. Donc, il y a vraiment... voilà, il y a une vraie recherche par les attaquants de failles de vulnérabilité. Après, ce qui nous expose plus, c'est le nombre d'applications, clairement. L'hôpital est un milieu ouvert et un milieu où on doit partager l'information pour prendre en charge le patient. Ce n'est pas un médecin, c'est des médecins. Ce n'est pas un médecin dans l'hôpital, c'est un médecin dans son écosystème qui prend en charge avec la ville, d'autres hôpitaux, etc. Donc, on est là pour partager l'information. Et nos médecins nous demandent de partager l'information. Et des fois, on fait le grand écart entre le fait de partager l'information et le fait de la protéger. C'est un équilibre. C'est absolument pas évident. Tous les jours, on est dans l'équilibre entre partage, confidentialité, sécurité de nos systèmes, etc. Est-ce que je peux interdire à mes chercheurs d'aller dans des congrès avec des clés USB et de les ramener? Et puis là, ici, vous pouvez, dans une société comme Capgemini, vous pouvez interdire les clés USB. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas le faire parce que j'empêche la recherche. J'empêche les personnes d'aller dans les congrès. Donc, on a un équilibre à faire. Les moyens, les budgets sont contraints. Les budgets hospitaliers sont contraints. Ce n'est pas forcément une priorité. Quand on regarde les métriques françaises par rapport à des métriques américaines, la moyenne française en termes de pourcentage de budget, on est à 7 à 8% des budgets consacrés au SI. À la PHP, le directeur général Martin Hirsch est plutôt dans une volonté de soutenir les systèmes d'information. On est à 2,3, 2,4%, ce qui est beaucoup par rapport aux autres hôpitaux. La moyenne des hôpitaux américains, c'est à 4,7%. Et un hôpital universitaire comme la Mayo Clinic, il approche les 8%. On n'a pas les mêmes moyens. On ne vit pas dans le même monde, on ne vit pas la même chose. Oui, il est nécessaire non seulement d'augmenter l'investissement, mais aussi les fonctionnements. On a de plus en plus, et c'est une des difficultés dans les hôpitaux publics, c'est que la plupart des outils de cybersécurité, c'est des dépenses de fonctionnement. Et donc, ça veut dire que c'est du mode SaaS, etc., qu'il faut qu'on achète, et ça dépend du nombre d'utilisateurs. Et donc ça, c'est des budgets très compliqués à obtenir dans un milieu public. Plus, effectivement, de l'investissement à faire. Le renouvellement de nos postes de travail, par exemple, on est en retard. On a toujours une dette technique. Et puis, on voit aussi que, on va parler de Microsoft, ça nous fait une dette technique. Pourquoi on est obligé de changer tous les postes pour passer de Windows 7 à Windows 10? Pourquoi la dernière version de Windows 11 va nous poser une difficulté et changer une grosse partie de nos postes de travail? Ça fait partie des difficultés qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose qu'on partage et sur lequel les DSI, l'ensemble des DSI, de l'ensemble des entreprises, organismes, on a des discussions extrêmement sérieuses avec nos éditeurs pour leur dire arrêtez de nous faire changer des postes et nous obliger à augmenter notre dette technique alors qu'on pourrait très bien fonctionner avec nos systèmes classiques. Donc c'est tout cet ensemble-là. Donc je dirais il y a des spécificités à l'hôpital, mais on est aussi dans un univers assez classique, assez normal. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut avoir. Il va être nécessaire d'augmenter les budgets, c'est clair. Il y a une volonté de le faire, vous l'avez rappelé. Il faut que ça se concrétise maintenant dans les budgets. C'est des choix budgétaires qui sont des choix compliqués en ce moment parce que il y a la masse salariale, on a besoin de nos médecins, de nos infirmières, il y a besoin de les augmenter, il y a besoin d'investissements pour d'acheter des scanners, pour rénover les bâtiments, et l'informatique en fait partie. Voilà, donc ça fait partie des sujets de priorisation. C'est une politique du directeur d'établissement au niveau régional et au niveau national. C'est comment on influe plus sur ce système d'information.
Et alors, je rebondis sur ce que vous dites. Vous avez beaucoup parlé de la dette technique. Donc, finalement, on comprend aussi que l'augmentation budgétaire, elle permettrait de mettre sous contrôle cette dette technique. Est-ce qu'elle permettrait d'adresser d'autres priorités, peut-être plus dans une logique transformationnelle ou d'innovation cyber? Enfin, je ne sais pas, mais des choses en tout cas qui sont moins dans le je dois mettre sous contrôle l'existant, mais plutôt dans le comment j'utilise la cyber comme étant un facilitateur des métiers, de la transformation numérique, quelque chose de nouveau. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres priorités? Alors, on utilise toute la partie réglementaire, la partie RGPD, la partie cyber. C'est aussi un facteur d'amélioration de nos processus. D'abord, nos processus internes au sein de la DSI. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de la rigueur qu'on doit avoir dans nos métiers. Alors, même si c'est compliqué, je parlais par exemple des mises à jour, c'est extrêmement coûteux en termes de personnel et en termes de compétences. Donc, si on doit mettre à jour tous nos systèmes, c'est extrêmement coûteux. Et là, je dis, en plus, quand on doit les mettre en urgence et que je dis à mes équipes, vendredi à 14 heures, il y a un CERT ANSSI qui dit prise en compte d'une vulnérabilité immédiate, je mobilise mes équipes le week-end, c'est difficile. Bon. Alors, ça arrive une fois par an, ça irait bien. Quand ça arrive une fois par mois, ça devient compliqué à mobiliser, surtout qu'ils ont autre chose à faire par ailleurs. Donc ça fait partie des sujets qu'on a. Sur la partie métier, évolution fonctionnelle. Alors, déjà, on explique qu'il faut éviter d'avoir un millier d'applications qu'on ne sait pas faire. Donc, on demande à ce que, effectivement, il y en ait moins. Et donc, ça oblige à une réflexion métier. On explique qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il y a un moment des choix à faire dans nos systèmes et qu'il vaut mieux privilégier des systèmes bien protégés qu'une multiplicité de systèmes qu'on ne sait pas maîtriser. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on a. Est-ce que c'est un moteur de changement Non, je le crois pas. Enfin, honnêtement, je le crois pas. Je pense que c'est pas, en tout cas, nous, cette volonté-là. Après, il y a des... En tout cas, ça oblige nous à changer notre façon de voir. Et il y a l'histoire du cloud, par exemple, savoir est-ce que le cloud est mieux sécurisé que nos systèmes internes. Bon, alors les gens qui vendent le cloud disent oui. Il y a eu quelques attaques sur des clouds. Bon, on se le dit. Et puis quand on passe par mes imprimantes, les imprimantes de la PHP ne seront pas assez rarement dans le cloud. Donc, si on rentre dans le système, je me fais parler d'une faille un peu qu'on a eue cet été, il y a quand même des vulnérabilités. Donc, le cloud, oui, c'est plutôt une évolution technologique, c'est plutôt une évolution qui permet de faire beaucoup de choses, c'est autre chose. Probablement que ça peut améliorer la cyber, des évolutions. Voilà, après, il faut qu'on garde un peu ce que ça va donner, et c'est pas la solution. Et une des difficultés qu'on a sur ce point-là, c'est qu'effectivement, nous, on a besoin de beaucoup d'intégration, beaucoup de systèmes d'intégration, d'interface, et que c'est pas très bien maîtrisé dans le cloud. Donc, ça fait partie des évolutions sur lesquelles on se pose ensemble. Vous parlez du cloud, là, je rebondis sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a cette phrase qu'on entend partout, là, enfin, depuis plusieurs années, qui est le risque zéro n'existe pas. Et donc, finalement, c'est la capacité d'une organisation à détecter rapidement, réagir correctement, se reconstruire durablement qui fait la différence. Et donc, toute la thématique de la cyber-résilience autour. Et le cloud, c'est souvent présenté comme étant une solution qui permet ou qui renforce la cyber-résilience. Qui est un sujet, j'imagine, nécessairement clé en ce qui vous concerne. Et aujourd'hui, pour vous, c'est quand même sur le chemin critique du développement de la cyber, le cloud, ou comment vous l'abordez, cette thématique-là? C'est pas le Graal, c'est un des moyens, donc ça fait partie des moyens qu'on doit prendre en compte. Ça fait partie, effectivement, de la cyber-résilience. Enfin, il est clair que les grands clouders sont... mieux sécurisé que dans un établissement de soins, quels que soient ses moyens. Donc, il n'y a pas sur la sécurité pure, physique, etc., il n'y a pas de débat là-dessus. Petit sujet de souveraineté, mais en termes de sécurité physique, il n'y a pas de sujet. Mais quand eux sont attaqués, et il y en a eu quelques-uns, alors sur la ruine, on a bien vu que c'était pas très loin quand même du cloud de Microsoft, il y a eu différents sujets, ça peut rendre aussi extrêmement fragiles les systèmes. Donc, ça fait partie de nos moyens. Après, le cloud dans un hôpital, encore une fois, on a beaucoup de mal avec nos éditeurs, on y travaille avec nos éditeurs, mais je ne sais pas faire. Quand je leur dis, je dis à mon éditeur sur les laboratoires, je dis, est-ce qu'on peut se mettre dans le cloud? Il en est incapable. Ce n'est pas possible.
Pareil pour mon dossier patient. Alors, dans le système de gestion, oui, encore. Bon, SAP, on peut le faire, ça va venir, mais c'est quand même des coûts importants et c'est des... et la transformation est quand même un peu compliquée. Mais voilà, c'est nos systèmes qui sont pas forcément faciles. Et puis faire des interfaces compliquées entre différents clouds. Voilà, donc c'est la notion maintenant de plateforme en train de venir. Plateforme de service. Il n'y a pas de plateforme de service autour de la santé vraiment constituée ou sur lequel on pourra avoir l'ensemble de nos systèmes. Il n'existe pas. Et ça rendrait encore plus fragile, éventuellement plus fragile. C'est-à-dire qu'on externalise tout notre système vers un système de cloud. Est-ce qu'on apporte plus de sécurité? Je ne sais pas. Partie des questions qu'on peut se poser. Et puis, donc, mais en 2021, ça n'existe pas. Donc ça, c'est clair. Donc, on n'a pas ça. Donc, on pousse nos éditeurs à aller vers, en tout cas, des systèmes de cloud privé, cloud public, cloud hybride. Ouais, il y a plein de façons de faire. Voilà, ça fait partie des points de discussion. Et voilà, ça fait partie des maturités. Ce qui est des fois désagréable, c'est que les gens nous vendent le cloud comme la solution à tout. Vous n'avez qu'à mettre votre truc dans le cloud. Non, malheureusement, je ne sais pas faire. Donc maintenant, donc c'est pas la bonne solution. Donc maintenant, on peut le construire le chemin. On peut se dire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on y arrivera tranquillement. On va le faire. Et après, et là, c'est ce qu'on est en train de développer sur un certain nombre de systèmes. Ça reste dans ce que je développe avec mes éditeurs, des solutions non maîtrisées. J'ai 2 questions pour terminer. La première, c'est une question qu'on pose à l'ensemble de nos invités d'Objectif Cyber. Sur tous ces enjeux-là de cyber dans la santé, quel est le rôle d'une entreprise comme Capgemini, selon vous? Il y a un rôle classique de conseil, où là où on est, vous êtes un des acteurs, un des grands acteurs du conseil, et en particulier en cybersécurité. Donc il y a plusieurs sociétés, vous en faites partie. Il y a d'élaborer des solutions. On parlait du cloud, vous êtes un des acteurs, élaborer un certain nombre d'éléments derrière, autour de ça, voilà, nous amener des services, et puis sensibiliser, je pense aussi, l'ensemble de l'écosystème à ces sujets de cyber. Et puis vous êtes aussi une société européenne mondiale. Je pense qu'on a, nous, une vraie difficulté en France, en tout cas, on peut jouer qu'au niveau de l'Europe. Ce matin, j'étais à la plénière de Gaia X Santé, parce que j'anime le groupe Santé. On avait l'ensemble des préfigurateurs qui étaient là. Cédrico a fait l'introduction. On voit bien que les enjeux sont européens, si on veut vraiment faire avancer les choses. Nous, on est petit dans l'histoire. Et donc, voilà, donc des sociétés comme Capgemini doivent aussi pouvoir faire avancer ce genre de sujet pour nous permettre d'avoir des solutions européennes. Et vous êtes un acteur important européen. Vous rappelez que j'ai été auditeur à la HEDN et sur la partie cyber, mais aussi souveraineté numérique, c'est un vrai enjeu. C'est pas que de se dire les méchants américains vont nous voler les données, c'est pas ça le sujet. Chinois, je sais pas qui vous voulez, mais le sujet c'est comment on protège les données et on fait en sorte que les données françaises, les données européennes ne sont pas soumises à des lois extraterritoriales. C'est ça le débat. Pour le moment, elles le sont. Alors les juristes nous disent elles le sont. Bon, comment on met en place des systèmes où on n'est pas soumis à des lois extra-européennes. Moi, c'est un vrai enjeu. Ça, c'est le premier enjeu. Et puis, deuxièmement, c'est quand même plus facile d'aller parler avec des sociétés qui sont en France, dans l'écosystème, que quand le centre de décision est sur la côte ouest des États-Unis ou au milieu de la Chine. Là, qui regarde, on est tout petit. À un moment, c'est plus simple de travailler avec un écosystème. Donc, on est là pour favoriser. Comment Capgemini favorise cet écosystème, développe cet écosystème de société, ça fait partie aussi des enjeux et, à mon avis, aussi important pour Cap. Très clair, c'est effectivement un enjeu qui est pris très au sérieux, notamment via la contribution au cybercampus, à la construction de toute l'industrie de la cybersécurité en France. Donc beaucoup de choses qui nous attendent. J'ai une dernière question pour vous. Et justement, si on regarde un petit peu vers l'avenir, on aime bien poser la question next, c'est-à-dire un pari sur ce qui se passera dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que d'après vous, on est en 2030, le numérique et la cyber font partie des parcours de formation du personnel de santé? On l'espère. Et actuellement,
elles le sont déjà, mais de manière implicite. Il n'y a pas un interne de médecine qui fait sa thèse en allant à la bibliothèque et sur des fiches. Moi, je fais ma thèse, j'ai à la bibliothèque, voilà. Mais ça ne se fait plus. Heureusement, ils sont sur Medline, etc. Enfin, ils sont en outils numériques. Nos externes, donc à partir de la 4e année, c'est eux qui font les dossiers médicaux sur notre dossier patient informatisé. Il n'y a pas un radiologue qui lit sur son négatoscope la radio. Non, c'est déjà, mais c'est implicite. Le fait que ça soit implicite veut dire qu'on ne forme pas les gens. C'est un peu inné, quoi. C'est un professionnel de santé d'utiliser l'informatique. Donc là, on a besoin de les former. Beaucoup de mal finalement, à essayer de comprendre ce qu'on doit leur apprendre. Et donc, il faut... à quel niveau on va qu'est-ce qu'on doit leur apporter dans un parcours de formation? C'est pas les faire devenir informaticiens, c'est leur donner une bonne conduite autour de l'informatique. C'est pas simple à faire comme parcours de formation. Je pense que c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc, il faut vraiment aller là-dessus. L'autre pan qu'on a, c'est de former des ingénieurs à la santé. On a une collaboration avec l'EPITA où on a travaillé sur la constitution d'un master santé au sein du parcours de l'EPITA. Ça fait partie aussi de notre rôle pour qu'on ait des bons ingénieurs en santé. Donc voilà, on essaie de travailler sur les deux pans, former à l'informatique nos professionnels ou sensibiliser, pour le moment on les sensibilise, on ne les forme pas, on les sensibilise, mais aussi former à la santé des ingés. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment, la question pour les professionnels de santé, c'est qui on cible, quel message on a envie de leur faire passer ou quels usages on a envie de développer, sous quelle forme, d'une part, et d'autre part, comment on attire dans la santé des talents de la cybersécurité sur la partie ingénierie. Très bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Tréluyer. Je vous le rappelle, ce podcast fait partie de la série Objectif Cyber, des échanges organisés entre la leadership team Capgemini et des personnalités importantes de la filière cybersécurité. Merci beaucoup et à très bientôt.